Perspectives scientifiques, Les portes de Thanatos, une série d'Émile Noël. Aujourd'hui, 6e émission, l'enquête de Jans France avec Évelyne Sarah-Mercier et Pascal Uruguen. Ces expériences qu'un petit nombre de personnes vivent dans certaines conditions extrêmes, coma, impression de mort imminente notamment, désignées le plus souvent par le sigle NDE, dont on parle depuis un peu plus d'une décennie, sont maintenant étudiées de façon plus systématique. Les études faites jusqu'ici, surtout aux USA, ont établi des modèles qui décrivent la succession des phases d'une telle expérience et tentent généralement de dégager la similitude sous la diversité des vécus. La branche française de Jans, Association internationale pour l'étude de ces phénomènes, a mené des travaux de son côté. Elle vient d'ailleurs de publier un ouvrage collectif aux éditions du Verseau sous le titre « La mort transfigurée ». Eh bien, nous allons aujourd'hui, pour terminer la première partie de cette série d'émissions, faire le point sur les études françaises avec Évelyne Sarah-Mercier, anthropologue, directrice fondatrice de Jans France, et Pascal Uruguen, qui est psychologue et qui a contribué à l'organisation de cette étude. Lors du premier entretien de cette série, Louis-Vincent Thomas, président de Jans France et de la Société de thanatologie, nous faisait remarquer qu'une telle étude devait éviter deux obstacles majeurs. Le réductionnisme biologique, qui ferait de ce phénomène une simple hallucination, et à l'opposé, une sorte de délire mystique qui en ferait une preuve de l'au-delà. Le phénomène existe, disait-il, il est à la fois un vécu et une croyance. Il faut le prendre pour tel et l'étudier comme un vécu et une croyance objectivement. Les sciences sociales, de leur côté, recommandent la plus grande prudence à l'égard des témoignages qui, pour être vraiment valables, doivent être indépendants de toute influence, ce qui, vous l'avouerez, dans nos sociétés de communication est de plus en plus rare. Alors, Évelyne Mercier, comment l'équipe française a-t-elle opéré ? Bon, alors en France, on a fait déjà une pré-enquête puisqu'on avait pour objectif de tester un questionnaire pour préparer l'enquête principale. Donc on avait à l'origine une trentaine d'interviews, 25 à peu près ont été exploitables. Donc on a 25 entretiens approfondis sur un questionnaire qui a déjà été établi à partir des travaux américains et des hypothèses de chercheurs français. Donc on avait un protocole, c'est-à-dire qu'on a posé dans les mêmes conditions, le plus possible bien évidemment, les mêmes questions aux témoins, à tous les témoins. C'est-à-dire qu'il y a une partie narration libre et une partie narration dirigée, puisqu'on allait à la pêche à certaines informations, certaines précisions. C'était absolument important d'ailleurs, parce que dans la narration libre, certains témoins oubliaient de nous mentionner des éléments qu'ils avaient oubliés à ce moment-là. Quand vous parlez de témoins, vous parlez de personnes qui ont vécu ces expériences. Oui, et non pas, ce ne sont pas des témoignages de seconde main. Ce sont des Absolument. Pour nous, il est absolument primordial d'avoir un entretien direct avec la personne et un entretien enregistré, c'est-à-dire de rencontrer la personne. En Angleterre, ils ont une autre procédure. Donc on pourra l'évoquer ultérieurement. Donc c'est très important parce qu'il y a l'interaction, il y a tout le vécu qualitatif, etc. Au besoin, l'enquêteur peut rajouter des choses. Et puis il y a tout le langage non verbal. Donc on voit des choses chez le témoin, des expressions qui nuancent beaucoup ce qu'il dit. On peut poser des questions. Je veux dire, il y a un cadre et puis il y a toute l'initiative personnelle. Ça, c'est tout l'art d'être un bon enquêteur. Donc on a posé à tous ces 25 à 30 cas les mêmes questions qui ont été retranscrites à la machine, et puis après, on travaille sur ça. Donc, il y a un travail d'interprétation, il y a un travail de comparaison des différentes phases, puisqu'on a un modèle quand même d'origine, le modèle de Moody, un peu revu par les Américains, et puis il y a des choses qui apparaissent, des nouvelles choses, puisqu'on avait de nouvelles hypothèses. Donc voilà comment on a procédé. J'ai préparé une analyse de la phénoménologie, c'est-à-dire des caractéristiques de l'enquête telles que les témoins la racontent. On est bien obligé de partir d'une expérience subjective racontée par les témoins. Néanmoins, il y a un aspect complètement invariant dans cette expérience avec des variations très très personnelles, et c'est la comparaison des deux qui est très intéressante. Là, vous êtes déjà un peu dans la description de la méthode. Est-ce que je vous demandais de me dire quel est l'état de la connaissance dans ce domaine? Et puis on reviendra tout à l'heure après sur la méthode plus en détail éventuellement. Alors on connaît, actuellement dans le monde ont été recueillis 2000 à 3000 témoignages, mais dans des conditions complètement hétérogènes. Néanmoins, il y a quand même autant de témoignages que ça, ce qui est quand même assez important.
Et on est parti, donc il y a plusieurs publications qui sont sorties, dont des enquêtes statistiques qui ont cherché à approcher le phénomène de façon rigoureuse, et on est parti de cette connaissance. Donc on connaît une phénoménologie, celle de Moody, un peu revue et corrigée, et c'est à partir de là qu'on travaille. Donc on a lancé des appels à témoigner en France. Donc il s'agit effectivement de témoignages rétrospectifs. L'idéal serait de faire des enquêtes prospectives, à savoir d'interroger des personnes en réanimation et de savoir combien parmi elles, sur une certaine période de temps, ont eu des NDE, cette expérience qu'on appelle NDE, pour voir à quelle fréquence on peut l'observer. Il y a très peu actuellement d'enquêtes qui ont été faites de cette façon-là parce que ça pose des grandes difficultés avec c'est-à-dire la pénétration du milieu hospitalier, les conditions dans lesquelles on peut intervenir auprès des personnes qui sont dans un état assez difficile quand même. Et alors, si je vous demandais de me décrire une NDE et le cadre dans lequel vous pensez qu'il y a des explications susceptibles d'être apportées, comment vous vous y prendriez ? Alors là, il y a deux aspects. D'abord, qu'est-ce qu'une NDE ? Et puis, les explications, ça, c'est une autre paire de manches. Et là, on rentre dans quelque chose de complètement différent. Donc, on part des faits d'expérience, de faits de conscience, si vous voulez. Donc, on connaît grosso modo les phases, impression de bien-être, la décorporation, c'est-à-dire la personne se sent hors du corps et est capable d'observer des choses hors de son corps, d'entendre, etc. Passage dans un tunnel ou dans une phase obscure, perception de la lumière au loin, arrivée dans la lumière, vécu de la lumière qui est très caractéristique de la NDE, à savoir c'est le divin, c'est extraordinaire, c'est l'amour, la compassion, tout ce que vous voudrez, enfin quelque chose qui a à voir avec une expérience d'extase, si on veut. Éventuellement, le panorama de la vie ou bilan de vie, rencontre de décédés, c'est-à-dire des personnes, des proches qui se manifestent à ce moment-là, décision du retour, réintégration dans le corps où on retrouve toutes ces douleurs, et puis transformation, c'est-à-dire l'échelle des valeurs a changé, perte d'angoisse devant la mort, certitude qu'il existe une survie, accès aux religieux ou bien amplitude de la religiosité. C'est la majorité des cas, parce qu'on dit qu'il y a aussi quelques cas désagréables. Oui, alors on a très très peu d'expériences dites infernales. Pourquoi on ne sait pas. Ça fait partie des grands mystères de la NDE. Pourquoi certains ont des expériences négatives et pourquoi il y en a si peu. Alors il est probable qu'ils n'ont pas du tout envie d'en parler. Peut-être qu'ils l'ont refoulé, peut-être qu'ils l'ont oublié. On ne sait pas très bien. On n'a quasiment pas de témoignages. J'en ai un parmi tous l'échantillon. C'est tout. Alors, je précise bien aussi que ça n'arrive pas à toute personne qui a frôlé la mort et pas nécessairement en imminence de la mort. 30 à 40% selon les enquêtes américaines, ce qui veut dire que 60 à 70 personnes n'ont pas de NDE parmi celles qui frôlent la mort. Donc, il y a un plus grand nombre de personnes qui n'ont pas de NDE que de personnes qui en ont. De même que des personnes qui ne frôlent pas la mort peuvent atteindre quelquefois des sensations, des expériences de cette nature. Oui, et même typiquement, je veux dire, vous avez des personnes qui ont tout le schéma, parce que je vous ai décrit un idéal type, ce qui ne veut pas dire que toutes les personnes ont toutes ces phases. C'est tout parti. Alors, je dirais que les deux caractéristiques principales, à mon sens, pour ce que je connais pour le moment et pour ce que j'ai approché de témoins, ce serait la décorporation et la phase de la lumière. Deux caractéristiques, effectivement. Si j'ai compris, vous avez récolté en France un certain nombre de témoignages. Oui. Bon, sur la totalité des témoignages que vous avez rassemblés, vous considérez que 25 sont susceptibles d'être retenus et d'être inventoriés pour être étudiés ? C'est-à-dire, non, ça ne s'est pas passé comme ça. On avait besoin minimum de 30 pour notre pré-enquête. Oui. On avait des enquêteurs sur la région parisienne, donc on a interrogé ceux qu'on avait sous la main. J'ai fait un petit filtrage, bien évidemment, quand il me semblait a priori que c'était une NDE. J'ai envoyé un enquêteur. Pour nous, ça suffisait parce que ça représente déjà beaucoup de travail. C'est 10 à 15 heures de travail pour un recueil de témoignages. Et puis, l'enquête principale est en cours. Et là, j'en ai encore 33 qui devraient m'arriver. Et là, on a quand même une bonne documentation. D'accord. Alors, donc, il s'agit maintenant d'envisager de tirer des informations ou tout au moins de formaliser au travers de l'étude de ces témoignages. Absolument. Donc, on retrouve grosso modo, effectivement, les cas décrits par Moody, mais on a des réserves à faire quand même importantes. C'est-à-dire que les premières études américaines ont considéré que ça arrivait à n'importe qui, grosso modo, qu'il n'y avait pas d'influence culturelle ni démographique. À mon avis, il faut aller un peu plus loin, des recherches un peu plus fines, mais ça veut dire qu'il faut aller voir dans le passé de la personne, savoir pourquoi ça
ça arrive à telle personne et pas à telle autre? Est-ce qu'il y a une structure psychologique, une structure physique, pourquoi pas? Et puis évaluer aussi un petit peu les répercussions qui ont fait l'objet d'une grande inflation quand même au niveau du discours chez les Américains et de façon générale dans la presse. Alors je dirais qu'il faut y mettre beaucoup de réserves sur ces deux points, à savoir que ça n'arrive pas à n'importe qui, il y a des caractéristiques probables de personnalité, et puis les répercussions sont beaucoup moins positives qu'on ne l'a dit jusqu'ici. Bon, alors comment est-ce que vous procédez à l'analyse des protocoles? Voilà, alors ça, on rentre dans le domaine de l'analyse psychologique, si vous voulez, des méthodes connues en psychologie. Là, j'ai envie de demander à Pascal Urgen de nous dire quelles sont les méthodes, puisqu'on utilise à peu près les méthodes, c'est-à-dire un croisement de données. Donc peut-être que Pascal pourrait nous dire comment on procède à ce moment-là. Oui, nous avons donc mis au point un questionnaire, mais un questionnaire le plus poussé possible, qui a pris de longues heures de travail, je crois qu'il faut vraiment le signaler, avec à la fois des questions fermées, qui va permettre un traitement informatisé, et des questions ouvertes, qui nous permettent aussi d'obtenir donc un maximum de données. Une fois que nous aurons tous ces questionnaires, je crois qu'il nous en faut quand même un nombre important pour obtenir des statistiques correctes. Nous pourrons vraiment tirer un bilan de notre étude. Pour l'instant, nous en sommes vraiment au début. Par contre, en essayant de travailler vraiment de façon la plus scientifique possible, nous avons eu l'idée d'y mettre également un test psychologique de façon à éviter certaines difficultés et puis également certains biais. Comme par exemple, on pourrait nous reprocher ensuite d'avoir par exemple mal sélectionné les expérienceurs. Il faut bien voir qu'il y a quand même certains éléments dans les NDE que l'on peut rapprocher d'éléments pathologiques. Alors, nous avons travaillé là-dessus, nous sommes persuadés bien sûr qu'il ne s'agit pas de pathologie. Tout le monde n'en est pas convaincu et il était quand même très important de faire entrer un test nous permettant de situer exactement la psychologie de l'expérienceur. Et pour cela, nous avons utilisé un test très connu aux États-Unis, le MMPI, qui est en fait sous une forme abrégée le Minimolt. Et en 70 questions, nous avons comme ça un profil de personnalité de chaque expérienceur. Est-ce que vous pourriez me donner par exemple des exemples de questions fermées et de questions ouvertes? Je parle de votre questionnaire, on reviendra ensuite sur le test psychologique. Les questions sont vraiment sur partie de tout ce que nous avons vu au niveau des descriptions, par exemple de Moody et des autres auteurs. Et ce sont des questions très fermées, du type avez-vous pénétré dans la lumière? Oui, non. Avez-vous entendu certains bruits? Oui, non. Enfin, de façon à obtenir vraiment à la fin une grille très très serrée avec toutes les perceptions, tout ce qui a pu être vécu au moment de la NDE. Alors, est-ce que vous avez pensé à envisager des interventions de type pondération, étant donné que tout questionnaire peut être inducteur ou réducteur? C'est bien pour ça qu'il y a eu un long travail sur ce questionnaire, parce que les différents membres du groupe ont cherché vraiment à faire les questions les plus pertinentes et à ne pas tomber dans les pièges. Donc on a vraiment estimé que nous avions obtenu le meilleur questionnaire. Hein. Ça, c'est toujours... Un questionnaire peut toujours être amélioré, c'est vrai. Mais en tout cas, je crois que nous étions assez satisfaits de ce travail. Et actuellement, les personnes qui ont mené les entretiens n'ont pas eu à se plaindre de ce questionnaire. Je ne pensais pas tellement au questionnaire qu'aux réponses. Je veux dire par là qu'il y a la possibilité de tester la validité d'une réponse. C'est-à-dire que, par exemple, avez-vous pénétré la lumière? Oui, non. Je peux avoir envie de dire oui alors que je n'ai pas pénétré la lumière. Alors, comment est-ce que vous avez la possibilité de tester ou de pondérer d'éventuelles distorsions chez le répondeur? Oui, nous sommes vraiment dans le domaine totalement subjectif. C'est vrai, au moment où l'expérienceur répond. Le test est peut-être là pour ça. C'est que justement, à la fin... La personne a raconté son histoire, a répondu aux questions, et à la fin, dans ce test, qui a l'air finalement assez anodin, nous avons une échelle mensonge. Et là, nous saurons exactement si vraiment les gens sont sincères ou pas. Je vais peut-être apporter une précision complémentaire. Il y a toutes les questions ouvertes où là, on demande des tas de précisions, de spécifications. Et on peut nuancer toutes les questions oui-non et voir dans quelle mesure c'est différent d'un témoin à l'autre. Parce que ça peut être effectivement très différent d'un témoin à l'autre, même si, au fond, c'est la même expérience de la lumière.
Et là, on voit effectivement des différences, c'est-à-dire en quoi cette lumière était-elle différente d'une lumière habituelle. On leur demande des qualifications. Vous êtes dans une autre réalité, qu'est-ce qui vous fait dire que vous étiez dans une autre réalité? Qu'est-ce que pour vous une autre réalité? Alors là, on a des réponses différentes, à savoir, eh bien, c'est un autre état de conscience, une expansion de la conscience, ou bien un autre monde, carrément. Ça peut être très, très différent. Et puis, on croise. On a des façons de vérifier effectivement s'il y a des contradictions ou non. D'ailleurs, dans le test, il y a évidemment des croisements, des vérifications. Il est vrai que dans tout questionnaire complet, il y a des questions pièges qui permettent justement, en croisant, de tester la sincérité du répondeur. Finalement. C'est très important, ça. Autrement, n'importe qui pourrait raconter n'importe quoi. Et je crois que là, si on est vraiment face à quelqu'un qui veut raconter une histoire, il sera piégé avant la fin. Complètement, et puis on le sent vraiment, et on sent l'authenticité. Bon, c'est pas n'importe qui est enquêteur, ce sont des étudiants en psychologie, on les a testés un petit peu au départ, et on se rend très très vite compte si la partie de l'expérience d'origine, si vous, le noyau dur, et puis les rationalisations, puisque a priori l'expérience est due non verbalisable, hein, c'est ineffable, etc. Donc il faut bien une redescente, une réduction à travers le discours, à travers un cadre de référence, et là les cadres de référence sont variables. Il y a aussi toute la sensibilité du témoin qui est différent, et on se rend bien compte à ce moment-là des variations et puis de la cohérence ou non interne du discours. Est-ce qu'on peut aborder maintenant la structure du test psychologique? Ne rentrez pas dans les détails, mais donner un certain nombre d'indications pour comprendre quels sont les moments où on peut saisir l'éventuel biais pathologique. Ce test présente un certain nombre de particularités qui le distinguent des questionnaires classiques en supprimant les inconvénients, et ça en fait toute sa valeur. En fait, il contient d'abord 3 échelles particulières qui permettent de déterminer, en fait, d'abord si le sujet tend à se présenter consciemment ou inconsciemment sous un jour favorable, donc qu'on appelle une échelle mensonge. Une deuxième échelle qui montre si le sujet tend à surestimer ou à sous-estimer ses anomalies. Et le résultat de cette échelle permet de corriger les autres échelles en fonction de ce résultat. Et enfin, une troisième qui montre que le sujet en fait, a donné beaucoup de réponses anormales. Alors, soit qu'il présente une forte anomalie de personnalité, de nature pathologique, soit qu'il n'a pas bien compris la question. Et ça, c'est en fait donc celui qui mène l'entretien qui doit être capable, dans ces cas-là, d'expliquer. Le rôle est très, très important, vraiment. En fait, donc, si une de ces échelles dépasse une note standard fixée, on devra se méfier de l'analyse du profil. À part ça, le test lui-même permet d'obtenir 8 notes correspondant à des dimensions empruntées à la nosologie psychiatrique. On a l'hypocondrie, la dépression, la personnalité psychopathique, la paranoïa, la psychasthénie, la schizophrénie et l'hypomanie. En fait, et tous les résultats vont se présenter sous la forme d'un profil. Alors donc l'intérêt de la passation de ce test, en fait, il va être de 2 ordres. D'abord, on va d'éliminer l'hypothèse selon laquelle l'expérience des NDE serait à rapprocher des pathologies. Et puis, le deuxième intérêt est de permettre de mieux connaître chaque expérienceur. Et en fait, si on s'aperçoit qu'il y a vraiment un profil très perturbé, ça nous permet d'aller vérifier dans le questionnaire qu'est-ce qui s'est passé, quitte à l'éliminer si on s'aperçoit qu'on peut avoir affaire soit à un mythomane ou à quelqu'un qui risquerait de délirer, etc. Voilà, et pour l'instant, les résultats sont très positifs, puisqu'en fait, parmi les 21 tests qui ont été dépouillés, 4 sont un petit peu tangents, c'est tout. Autrement, il y a une légère élévation de l'échelle paranoïa qui correspond en fait à une certaine méfiance. C'est vrai que les expérienceurs, en fait, n'osent pas parler encore de l'expérience. Ce sont des gens qui se sentent quelquefois un peu à l'écart, et ça explique, à mon avis, cette légère élévation qui n'est pas pathologique. Oui, en d'autres termes, il faut que, après ce vécu d'expérience, les gens apparaissent comme le plus normal possible, quoi, hein, pour que ce soit valable. Il faut qu'ils soient quasiment plus normaux que les autres pour qu'on les valide, non ? On ne leur demande pas tout à fait ça quand même, mais en tout cas qu'il n'y ait pas, d'élévation franchement pathologique. On se met en fait à l'abri des pathologies, et je crois que c'est important dans ce genre d'enquête. Oui, sûrement. D'ailleurs, dans ce test-là de contrôle, en fait, c'est par des questions, je ne connaissais pas ce test, mais c'est un test qui
doit permettre de dessiner un profil psychologique un peu à la façon dont le Rorschach permet à partir de la description des tâches. C'est-à-dire là, c'est simplement verbal, quoi. Le Rorschach est un test projectif, alors que celui-ci est un questionnaire, en vrai-faux, mais il témoigne des traits de personnalité, c'est vrai. On ne va pas fouiller dans l'inconscient, on est toujours un peu dans l'ordre du subjectif, puisque les patients répondent en vrai-faux, mais on a quand même un profil de personnalité très fiable, oui. D'ailleurs, on pourrait peut-être aussi, mais ultérieurement, à la suite de votre travail, se permettre de pouvoir aussi qualifier un certain nombre de profils dits pathologiques relevant de la nosographie psychiatrique, en les croisant avec un certain nombre de descriptions de cette nature. Je veux dire qu'à contrario, les techniques que vous utilisez peuvent permettre de définir un certain nombre de comportements qui sont des comportements pathologiques. Bien sûr, de toute façon, là, on touche toutes ces frontières-là. C'est évident que c'est très important de pouvoir émettre des critères de différenciation du pathologique et du normal, puisque on est toujours sur la frontière et qu'on est toujours dans cette menace, en fait. S'ils ont une échelle un peu plus élevée au niveau de la paranoïa, c'est pas vraiment étonnant, puisqu'ils sont plus ou moins menacés par la normalité, disons la loi du plus grand nombre, puisqu'ils sont quand même, ils sont pas nombreux, proportionnellement à la population totale, ils sont pas nombreux à avoir ce type d'expérience. Donc on sait que la normalité a tendance à rejeter ce qui lui ressemble pas dans le pathologique. Et je trouve que il me semble que cette recherche est extrêmement importante à ce niveau-là pour pouvoir différencier et mettre des critères nouveaux. Et vous disiez tout à l'heure qu'il fallait qu'ils soient un peu plus normaux que la normale, mais effectivement, c'est le résultat des études américaines. A priori, ils seraient un peu plus équilibrés que la normale. Parce qu'ils font des échantillons témoins, etc., sur certains aspects de l'expérience. Ils font des tests, des personnalisations, des diagnostics psychiatriques bien spécifiques. Donc ça, c'est très intéressant. C'est un champ de recherche qui doit s'ouvrir. Je veux dire, il y a un tel bazar, entre guillemets, dans ce domaine-là, enfin dans le domaine un peu intitulé New Age, qu'il faut pouvoir faire des études sérieuses pour établir des critères, parce qu'on ne sait plus qui est quoi, qui fait quoi, où on est, etc. Et là, je crois que c'est très important de faire ce genre de recherche approfondie. Et alors, voyez-vous pointer quelques orientations explicatives ? C'est une recherche pluridisciplinaire parce qu'en fait, les différents niveaux de réalité sont impliqués. J'appelle différents niveaux de réalité parce qu'il faut bien donner un nom. Mais il y a tout l'aspect médical, tout l'aspect neurophysiologique, etc. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la physiologie ? Bon, il peut y avoir un stress psychologique, un stress physiologique ou autre chose. Qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau, au niveau de certaines structures du cerveau ? Est-ce qu'on peut relever des structures particulières, etc. Bon, il y a déjà des recherches qui ont été faites aux États-Unis. Il y a des hypothèses neurophysiologiques, d'ailleurs multicauses. C'est ce qui est très intéressant à savoir que ça peut être l'une de ces causes, toutes ces causes ou aucune de ces causes qui est à l'origine. Vous voyez, c'est pas simple. Il y a tout le niveau de la physique, dont vous parlera peut-être Régis Dutheil ou d'autres personnes, qui est l'utilisation de modèles de physique, de modèles de la matière, qui essayent d'inclure la conscience, bien évidemment, puisqu'on est dans des phénomènes de conscience. Mais qu'est-ce que la conscience ? On est bien en peine actuellement de le dire très clairement. Donc ils vont essayer de faire une explication du réel, de la réalité, et d'inclure ces expériences comme des reportages, si vous voulez, des reportages sur un état du réel. Vous avez tout l'aspect psychologique, bien évidemment, puisque ce sont des phénomènes de conscience. A priori, ce seraient d'abord les psychologues qui devraient être peut-être interrogés, puisque sont, après tout, eux, les spécialistes de ces expériences-là. Et puis, avec toutes les différentes théories au niveau de la conscience, à la fois la grille freudienne, la grille jungienne, si vous voulez, pour prendre les deux grandes catégories, mais d'autres grilles à inventer, bien évidemment, puisque ces deux modèles-là, apparemment, sont quand même à compléter. Et puis, vous avez tout l'aspect sciences religieuses, puisqu'en fait, ces personnes-là, naturellement, évoquent la spiritualité, le divin, etc., qu'on appelle ça comme on veut, parce que moi, j'aime pas trop ces étiquettes, ce sont des étiquettes, et il y a plein d'acceptions différentes derrière tout ça, plein d'émotions aussi. Donc, essayer de redéfinir un petit peu tout ça, qu'est-ce que c'est que cette conscience qui fait accéder aux métavaleurs, ce qu'on appelle les métavaleurs, ce qui fait changer de vie, ce qui fait dire, il y a une transcendance, il y a quelque chose qui nous dépasse. Et puis, donc, tout l'aspect socio-anthropologie, c'est-à-dire l'aspect transculturel à travers des ethnies différentes, des époques différentes, pour qu'on trouve un schéma similaire, un invariant. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire dans notre société actuelle que
en quelque sorte la résurgence sur un grand nombre. Pourquoi parle-t-on de ces expériences? Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à notre propre interrogation sur la mort? Qu'est-ce qu'on a à apprendre et qu'est-ce que veulent dire ces expériences, cette approche de la mort pour le sens de la vie, puisque apparemment ces personnes-là retrouvent un sens de la vie et que c'était en retrouvant ce sens de la vie qu'elles ont apprivoisé la mort. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette première partie de la série d'émissions consacrée au NDE, Expérience proche de la mort. Cette première partie était destinée à tenter de cerner ce genre de phénomène surprenant du voyage aux portes de Thanatos. Il semble que sous la diversité des vécus, une certaine structure existe. Nous en avons esquissé les principaux éléments descriptifs et au fil des conversations, des amorces d'explications sont apparues en filigrane, mais nous sommes encore loin d'un consensus. En fait, le phénomène est largement inexpliqué, sinon inexplicable. Eh bien, c'est ce que nous verrons dans la deuxième partie de cette série d'émissions qui sera diffusée après les vacances, dès septembre prochain. En attendant, je vous rappelle qu'un essai est établi à partir de cette enquête radiophonique et qu'il est publié aux éditions Échelle sous le même titre, Les portes de Thanatos. Et je vous souhaite un bon été, loisible pour lire sur le sujet. C'était Perspectives scientifiques. Les portes de Thanatos, une série d'Émile Noël. Aujourd'hui, 6e émission, l'enquête de Jans France avec Evelyne Sarah-Mercier et Pascal Uruguen. Mixage, Pierre Guérinaud. Réalisation, Noureddine Sanouni.